Bonjour de Bruxelles où je me trouve. Comme vous le savez, donc le gouvernement congolais et les rebelles du M23 AFC ont signé une déclaration commune à Doha qui va faciliter les pourparlers en vue peut-être d'un accord de paix dans les jours qui viennent. Les lignes bougent aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, le gouvernement, la ministre congolaise des Affaires étrangères et le ministre rwandais des Affaires étrangères vont se réunir pour un protocole d'accord sous l'égide du département d'État américain. Les lignes bougent en vue de ramener donc la paix en République démocratique du Congo. Les analystes sont en train de continuer à analyser pour voir quels sont à quoi vont aboutir toutes ces déclarations, tout ce qui se fait, tout le processus qui se fait pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Pour l'instant, on est en train de voir que depuis que les États-Unis d'Amérique s'est impliqué dans la résolution de ce conflit, les lignes sont en train de bouger. Évidemment, donc à Doha, le gouvernement congolais et l'AFC ont signé cette déclaration commune. Et nous allons essayer de voir une déclaration commune, évidemment, qui a été lue à la télévision congolaise, comme on le sait, depuis le début de cette guerre, le gouvernement congolais, par le ministre de la Communication, et notamment par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en République démocratique du Congo, avait interdit aux médias congolais de relayer les nouvelles venant de la partie rebelle. Mais c'était quand même quelque chose de voir que la chaîne nationale a lu un communiqué du M23 et le gouvernement congolais a également fait sortir, publier le même document, mais avec la signature cette fois-là du gouvernement congolais, donc ce qui montre quand même des bonnes intentions des parts et d'autres pour essayer de ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Maintenant, nous avons parlé à notre analyste Cocorico. Vous savez que c'est notre analyste que nous avons, le seul que nous avons, qui n'a pas de parti pris. Il essaye à sa manière de nous éclairer sur comment est-ce que nous pouvons comprendre ce processus, comment est-ce que les choses se passent, et vous savez que c'est la particularité donc de Kinshasa Télévision. Alors nous allons demander à Cocorico de nous expliquer, d'essayer d'analyser avec lui comment, la façon à laquelle les lignes sont en train de bouger, mais surtout parce qu'on dit que les diables se cachent dans les détails. Alors on va essayer de voir avec Cocorico quels sont les détails sur lesquels on doit s'appuyer dans toutes ces déclarations pour comprendre le fond et peut-être voilà où est-ce que ça peut nous amener avec notamment cette rencontre entre la ministre congolaise des Affaires étrangères et le ministre rwandais et son homologue rwandais des Affaires étrangères. Donc ce sont des questions que nous allons essayer de poser à Cocorico pour voir qu'est-ce que nous pouvons vraiment comprendre de la façon dont les lignes bougent, mais surtout nous expliquer un tout petit peu ce que nous devons comprendre de cette déclaration commune. Tu as sûrement reçu, vu les communiqués de l'AFC M23, un communiqué commun, notamment celui du gouvernement congolais. Je vais te poser une série de questions et je veux que tu me répondes question par question. Tu attends à ce que je te pose des questions pour que tu puisses continuer à analyser. La première question, c'est qu'est-ce que toi tu penses de cette déclaration commune entre l'AFC et le gouvernement congolais? Très bien, Marius. Alors, sur cette déclaration commune entre le gouvernement congolais et l'AFC M23, il y a plusieurs éléments à souligner. D'abord, sur la forme, c'est inédit. C'est la première fois depuis la résurgence du M23 en 2021 que Kinshasa accepte de parapher un document commun avec ce mouvement sous un nom élu à AFC M23. C'est donc un geste diplomatique fort qui marque une reconnaissance implicite de l'interlocuteur, même si le terme rébellion ou groupe armé n'est jamais utilisé. Ensuite, sur le fond, le document insiste sur la cessation immédiate des hostilités, le rejet des discours de haine et l'engagement dans un processus de paix facilité par le Qatar. Ces éléments montrent une volonté d'apaisement, mais aussi une pression internationale croissante pour obtenir un cessez-le-feu durable à l'Est.
Il y a toutefois plusieurs lectures possibles. Certains analystes y verront une avancée diplomatique pragmatique dans un contexte de blocage militaire sur le terrain. D'autres y verront une faiblesse politique de Kinshasa, contraint de dialoguer avec un acteur qu'ils considéraient jusque-là comme terroriste ou instrumentalisé par le Rwanda. Tu veux qu'on creuse la portée politique de cette reconnaissance implicite, ou bien qu'on regarde les différences entre les deux versions de la déclaration? D'abord, je voudrais que tu me parles de la différence que toi tu vois entre les deux versions. Alors, en comparant les deux versions, celle signée à Goma par l'AFC M23 et celle signée à Kinshasa par la délégation congolaise, le texte est pratiquement identique dans le fond, mais il y a quelques différences subtiles de forme et de présentation qui méritent d'être relevées. D'abord, du côté de l'AFC M23, le document est visuellement plus politique. Logo de l'AFC, slogan en gras, peuple uni, digne et prospère, signature bien en évidence de Laurence Kanyuka, le porte-parole politique du mouvement. Il y a aussi une adresse mail et un avertissement en bas contre les fausses informations diffusées par le régime de Kinshasa. Ça, c'est clairement un message hostile et provocateur qui ne figure évidemment pas dans la version officielle congolaise. De l'autre côté, la version de Kinshasa est plus sobre, avec l'écusson officiel de la République et signée par Papi Mbouyi Kangulu, chef de la délégation congolaise. Rien de partisan dans la mise en page, aucune mention polémique, et l'emplacement de la signature à Kinshasa insiste davantage sur le cadre institutionnel. Donc en résumé, même texte de compromis, mais deux narratifs visuels très différents. L'AFC s'affiche comme un acteur politique structuré, presque étatique, tandis que Kinshasa essaie de minimiser la portée symbolique de la démarche. Tu veux maintenant qu'on parle des implications de cette reconnaissance implicite de l'AFC M23 comme interlocuteur? Vas-y. Alors oui, Marius, cette reconnaissance implicite, elle est lourde de sens. Depuis la reprise des hostilités par le M23, Kinshasa avait toujours refusé de négocier directement, le qualifiant de mouvement terroriste soutenu par le Rwanda. Or, ici, on a non seulement une déclaration signée conjointement, mais en plus l'utilisation répétée d'un langage de parité. Les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23, comme s'il s'agissait de deux entités égales dans un processus de paix. Ça peut se lire de trois manières. D'un côté, certains diront que c'est une réalité tactique. Militairement, les forces armées congolaises, FARDC, et leurs alliés peinent à reprendre le contrôle des territoires occupés. Face à cette impasse, le dialogue devient une option forcée, facilitée par un acteur tiers, ici le Qatar. D'un autre côté, cela risque d'être perçu comme une légitimation politique du M23 AFC, ce qui pourrait fragiliser le gouvernement Tshisekedi sur le plan intérieur, surtout vis-à-vis des communautés victimes ou des forces politiques hostiles à tout compromis. Et enfin, sur le plan régional, cela pourrait aussi refléter une évolution diplomatique en coulisses, notamment avec les États-Unis et le Qatar, qui cherchent à désamorcer le conflit en reconnaissant de facto l'AFC comme un acteur incontournable, peu importe son origine ou ses soutiens extérieurs. Tu veux qu'on fasse le lien maintenant avec l'annonce du département d'État à Washington? Avant qu'on fasse l'annonce avec le lien avec le département américain, je veux que tu me dises qu'est-ce que toi tu penses justement de cette déclaration commune? Oui, vas-y Marius, je t'écoute. Tu veux ajouter une autre question avant qu'on entre dans le lien avec le département d'État? Oui, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette déclaration commune? Est-ce que c'est quelque chose du côté des rebelles qu'on peut prendre au sérieux? Est-ce que c'est une étape importante qui va peut-être demain aboutir à un accord définitif de paix, de retrait? Quels sont les différents scénarios qui peuvent arriver dans les jours qui viennent, te basant sur ces deux communiqués? Très bonne question, Marius. Alors, est-ce qu'on peut prendre cette déclaration au sérieux du côté des rebelles? À première vue, oui, mais avec prudence. Le fait qu'ils aient signé un texte identique à celui de Kinshasa dans un format diplomatique
montre une volonté de changer de posture. Il se présente moins comme un mouvement armé en rébellion et plus comme un acteur politique en quête de reconnaissance. Ça, c'est stratégique. Il cherche à sortir de l'isolement et à gagner en légitimité internationale, notamment via ce cadre qatari. Mais attention, ça ne garantit pas la sincérité ou la durabilité de leur engagement. l'UEM23 a déjà signé des accords par le passé, notamment en 2013, avant de revenir à la lutte armée. Donc tout dépendra de ce qui se passe sur le terrain dans les jours à venir. Est-ce qu'il y a un vrai arrêt des combats? Est-ce que les troupes se repositionnent? Est-ce que les populations déplacées commencent à rentrer? Ce sont ces signaux-là qui vont déterminer la crédibilité de la déclaration. Maintenant, sur les scénarios possibles, j'en vois 3. 1. Un scénario optimiste. Les deux parties respectent le cessez-le-feu. Un mécanisme de vérification s'installe, peut-être soutenu par les Qataris ou les Américains, et on entre dans une phase de négociation politique plus large, avec intégration ou désarmement progressif du M23 AFC. Ce serait historique. 2. Un scénario de façade. Chacun signe pour calmer la pression diplomatique, mais les combats continuent en coulisses. Et le texte reste lettre morte. Ce serait une énième manœuvre dilatoire. 3. Un scénario de fragmentation. Une partie de l'AFC M23 respecte l'accord, mais une autre continue les attaques, surtout si Kigali estime que ses intérêts ne sont pas protégés dans le deal. Là, on aurait un faux calme et un risque de rechute. Tu veux qu'on avance maintenant sur ce fameux protocole d'accord signé à Washington? Oui, c'est pas encore signé. Le département d'État américain a organisé une rencontre entre les deux ministres des Affaires étrangères, celui du Rwanda et celle de la RDC. Oui, est-ce que tu peux me faire un lien entre les deux événements et à quoi on peut s'attendre? Et on a l'impression que les États-Unis est en train de jouer un grand rôle dans cette situation de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, parce qu'on sent que depuis que les États-Unis parlent de ce deal stratégique avec la RDC, les lignes commencent à bouger. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, Marius. Ce que tu soulèves est fondamental. Ce qu'on est en train d'observer, c'est une activation diplomatique américaine sans précédent depuis peut-être les années post-génocide rwandais. Et clairement, Washington prend le dossier en main. Le lien entre les deux événements est clair. D'un côté, la déclaration commune entre Kinshasa et l'AFC M23 sous l'égide du Qatar, et de l'autre, cette réunion très symbolique à Washington entre les deux chefs de la diplomatie rwandaise. Le fait que cela se passe au département d'État avec un ministre américain, Marco Rubio, en tant que témoin, montre une volonté de placer les deux pays dans un cadre de dialogue supervisé et surtout de faire pression sur Kigali. Pourquoi maintenant? Probablement pour 3 raisons. Premièrement, les États-Unis veulent protéger leur partenariat stratégique avec la RDC, notamment dans le domaine des minerais critiques, cobalt, lithium, essentiels pour la transition énergétique. Toute instabilité prolongée à l'Est menace ces investissements. Deuxièmement, la présence du Rwanda dans l'Est du Congo est de plus en plus gênante sur le plan diplomatique, même pour des alliés traditionnels de Kigali. Washington envoie donc un signal. Si vous voulez rester un partenaire crédible, vous devez réduire votre implication dans ce conflit. Et troisièmement, c'est une tentative de désamorcer un conflit régional qui pourrait s'internationaliser davantage, avec les FDLR, les groupes armés, les tensions avec l'Ouganda et le Burundi, sans parler des enjeux autour du corridor logistique de l'EAC. Donc oui, Marius, les lignes bougent, mais sous forte pression américaine. On peut s'attendre à ce que cette rencontre serve à poser les jalons d'un accord plus large, peut-être tripartite. Kinshasa, Kigali, M23 AFC, avec un engagement progressif sur le retrait, la démobilisation et peut-être une forme de décentralisation politique à venir. Mais tout ça reste fragile. La vraie question c'est, est-ce que Kigali est prêt à lâcher le M23 AFC et à quel prix? C'est là que le jeu diplomatique va se corser. Tu veux qu'on explore les risques d'un échec ou les enjeux pour Tshisekedi dans tout ça? Oui, vas-y.
Alors si on regarde les risques d'un échec, ils sont bien réels et à plusieurs niveaux. D'abord, côté sécurité, si le Rwanda ou l'AFC M23 perçoivent ce processus comme défavorable à leurs intérêts, par exemple, s'ils n'obtiennent pas de garantie sur la neutralisation des FDLR ou une forme de représentation politique, ils peuvent reprendre les combats à tout moment. Et comme le M23 est toujours bien implanté dans plusieurs zones stratégiques du Nord Kivu, un retour des hostilités serait dévastateur pour les civils. Ensuite, du côté politique intérieur congolais, Tshisekedi joue gros. En acceptant ce processus, il s'expose à des critiques. On peut lui reprocher de négocier avec un ennemi accusé de massacre et de collusion avec un pays voisin. L'opposition, et même certains cercles de la majorité, pourraient lui reprocher de brader la souveraineté nationale. Donc s'il n'obtient pas des résultats concrets rapidement, son crédit politique peut s'effriter. Enfin, il y a un risque diplomatique pour les États-Unis eux-mêmes. Si ce processus échoue après leur engagement public, cela affaiblirait leur crédibilité sur le continent, surtout face à la montée de l'influence russe ou chinoise en Afrique centrale. Mais en même temps, Marius, ce contexte ouvre une fenêtre étroite mais réelle. Si Tshisekedi réussit à faire bouger les lignes sans se renier, s'il obtient un désengagement du Rwanda et un apaisement dans les territoires occupés, il pourrait poser les bases d'un tournant historique dans la crise de l'Est. Tout dépendra de ce qui se cache derrière cette rencontre à Washington. Est-ce une simple photo pour rassurer ou y a-t-il un vrai deal en coulisses, avec des engagements fermes, des contreparties claires et peut-être des garanties sécuritaires régionales plus larges? Tu veux qu'on regarde aussi le rôle possible du Qatar dans cette équation? Oui, mais je veux que tu sois un peu plus bref sur le rôle du Qatar, s'il te plaît. Bien sûr, Marius, le Qatar, dans ce dossier, joue un rôle de facilitateur discret mais stratégique. Il offre un terrain neutre pour que les parties discutent sans la pression directe des acteurs régionaux, comme l'Ouganda ou l'Angola. Et surtout, il a les liens financiers et politiques pour gagner la confiance aussi bien de Kinshasa que de certains réseaux liés au M23. Ce que Doha cherche, c'est pas juste la paix pour la paix. C'est aussi un rôle diplomatique renforcé en Afrique et peut-être un accès privilégié à certains investissements, notamment dans les mines ou les infrastructures. Donc, en résumé, le Qatar, c'est le médiateur souple, pendant que les États-Unis posent les cadres plus fermes. Tu veux qu'on revienne maintenant sur les dynamiques régionales ou tu veux explorer les réactions locales en RDC? Non, c'est bon, merci beaucoup. Je veux que tu me fasses une vraie conclusion sur ce processus, comment ça se passe jusque-là, sur tous ces accords et ces rencontres. Mais je veux que ta conclusion soit plutôt basée sur tout ce que tu nous as donné ici comme élément, et qu'elle nous donne un résumé, permets-moi pour la tautologie, de ce que nous pouvons retenir en résumé de tout ça. Avec plaisir, Marius. Ce que nous vivons actuellement, c'est un tournant diplomatique majeur dans la crise de l'Est de la République démocratique du Congo. Pour la première fois depuis la résurgence du M23, le gouvernement congolais signe une déclaration commune avec ce mouvement, désormais élargi sous le nom d'AFC M23. Un acte qui, même sans reconnaissance officielle, confère un statut d'interlocuteur politique à un acteur jusque-là considéré comme purement militaire et soutenu par une puissance étrangère. En parallèle, les États-Unis montent en première ligne en réunissant à Washington les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC. Ce geste n'est pas anodin. Il marque la volonté de Washington de recadrer les rapports de force régionaux et de sécuriser ses intérêts stratégiques dans un Congo riche en ressources, mais miné par l'instabilité. Le Qatar, discret mais central, sert de pont diplomatique. Il facilite le dialogue, offre un espace de neutralité et prépare peut-être le terrain pour un accord plus global. Mais tout cela reste fragile, car si ces démarches marquent une avancée symbolique, elles ne garantissent ni le retrait immédiat des troupes du M23 AFC,
ni un apaisement durable. Le scepticisme demeure, notamment chez les populations touchées, les déplacés, les acteurs politiques congolais et même parmi certains partenaires régionaux. Ce qu'on peut retenir, en résumé, les lignes bougent, la diplomatie s'active à un niveau inédit et une fenêtre de sortie de crise semble s'ouvrir. Mais tout dépendra, dans les jours à venir, de la sincérité des engagements, de la réalité sur le terrain et de la capacité des puissances impliquées à transformer ces gestes symboliques en solutions concrètes et durables. Merci à toi, Marius. Écoute, merci beaucoup à toi pour cette analyse bien enrichissante. Mais avant que tu partes, j'ai une dernière question. Nous avons vu que ce qui se passe avec le Congo et les États-Unis, c'est un peu ce qui se passe entre les États-Unis et l'Ukraine sur des minerais, des deals sur les minerais stratégiques. Nous avons vu que pour l'Ukraine, le président Donald Trump a discuté en tête-à-tête avec le président ukrainien, mais pour la RDC, on voit que les discussions restent au niveau des affaires étrangères. Pourquoi? Au niveau des ministres, exactement, Marius. Et c'est une très bonne observation. Ce contraste entre l'approche américaine avec l'Ukraine et celle avec la RDC dit beaucoup de la hiérarchie stratégique dans la politique étrangère américaine. Dans le cas ukrainien, on est dans un contexte de guerre frontale avec la Russie, donc l'enjeu est géopolitique majeur. L'implication se joue directement au plus haut niveau, président à président, parce que ça touche à la sécurité de l'Europe et à l'équilibre de l'OTAN. Avec la RDC, on est dans une logique différente. Intérêts économiques stratégiques, oui, notamment pour les minerais critiques, mais pas encore enjeu de sécurité globale. D'où cette gestion à un niveau ministériel ou diplomatique, sans que Joe Biden, par exemple, n'entre directement dans la danse. Mais attention, ça pourrait évoluer. Si la RDC devient un pilier incontournable pour les chaînes d'approvisionnement américaines, surtout en pleine transition énergétique, et si le conflit régional risque de déstabiliser l'ensemble des Grands Lacs, alors on pourrait voir la Maison-Blanche s'impliquer plus directement. Donc pour l'instant, les États-Unis avancent avec prudence, mais stratégie. Ils tâtent le terrain, établissent des cadres, placent leurs pions, et si Kinshasa joue bien ses cartes, ils pourraient à terme obtenir un partenariat aussi structurant que celui de Kiev. Tu penses que Tshisekedi est prêt pour ce niveau d'engagement, toi? Bon, c'est moi qui pose des questions, mais là, tout à l'heure, tu as encore parlé de Joe Biden. J'ai l'impression que chaque fois qu'on parle des États-Unis, tu as des données de 2023, et comme si, je sais pas si est-ce que tu es démocrate? C'est pour ça que tu n'arrêtes pas de revenir sur Joe Biden et tu n'arrives pas à parler de Donald Trump? Ah, Marius, je vois ce que tu veux dire. Mais non, je ne suis ni démocrate ni républicain. Je ne prends pas position. Mon rôle, c'est de rendre compte des faits, des dynamiques et des acteurs en jeu sans préférence politique. Tu as parfaitement raison de souligner que Donald Trump est revenu sur la scène. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le ministre congolais et le ministre rwandais sont justement à Washington sous l'administration actuelle. Voilà, écoute, un grand merci. Hein, il a fait une erreur tout à l'heure en parlant de Joe Biden. Merci beaucoup pour ces éclaircissements des Cocorico. J'espère que vous avez tous suivi. J'ai plus rien à ajouter. Donc, et que chacun tire ses conclusions. Évidemment, c'est l'intelligence artificielle que nous utilisons ici à Kinshasa Télévision pour essayer de nous aider à mieux comprendre les enjeux. Tout n'est pas à prendre, mais nous le gérons avec beaucoup de prudence parce que l'homme doit être au centre justement de cette intelligence artificielle pour éviter les dérives. Mais je pense que jusque-là, Cocorico tel que nous l'avons créé, c'est un analyste sans parti pris qui essaie de rester le plus objectif possible et ne parler que des faits. Voilà, donc c'était Cocorico. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve donc lundi avec une autre analyse de Cocorico. Au revoir.